Alors, dans le flot d'informations que j'ai lues ce matin et qui m'ont fait réagir, je voulais vous faire écouter Trump. Parce qu'en fait, c'est Trump. Je n'exclus pas qu'il dise la vérité. Je n'exclus pas qu'il dise la vérité. Je n'exclus pas. Il nous dit l'Europe est morte. L'Europe est morte. Voilà ce qu'il dit depuis vendredi. Et je vais vous dire, si j'avais 20 ans aujourd'hui, et je ne suis pas le seul, je me dirais, est-ce que je reste en France? Est-ce que je reste en Europe? Voilà ce que nous dit Trump. Je ne sais pas où j'irai. Mais tous les gosses, aujourd'hui, de 18-20 ans, beaucoup en tout cas, qui ont la possibilité, on en est là. Ils se disent, est-ce que je reste dans mon pays? C'est pas très gaulliste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont fermé les frontières normalement. C'est pas très gaulliste. C'est pas très gaulliste. Pas à bras ouverts. C'est pas très gaulliste. Le gaullisme, c'est une espérance. Le gaullisme, c'est d'y croire quoi qu'il arrive. Le gaullisme, c'est de se battre. On n'est pas obligé de gaulliste non plus. Hein, bon, mais bon. En tout cas, je voulais vous faire vraiment écouter ce qu'a dit Donald Trump. Les dirigeants européens sont faibles. C'est, à mon avis, quelque chose de très fort, ce qu'il a dit. L'Europe ne sera plus l'Europe. Voilà ce que nous dit Donald Trump. Écoutez-le. L'Europe est un endroit différent. Si elle continue sur cette voie, l'Europe ne sera plus pareille et nombre de ces pays ne seront plus viables. Leur politique migratoire est un désastre. Ce qu'ils font en matière d'immigration est un désastre. Nous aurions pu connaître le même désastre ici, mais j'ai réussi à tout stopper. Si vous regardez Paris, c'est un endroit bien différent. J'adore Paris, mais ce n'est plus le Paris que j'ai connu. Si vous observez Londres, ils ont un maire nommé Khan. C'est un maire horrible. Il est vicieux et dégoûtant. Il est terrible. Londres n'est plus ce qu'elle était. J'adore Londres, mais je déteste ce qu'il s'y passe. Alors je n'exclus pas qu'il ait raison. Je n'exclus pas qu'il ait raison, Vincent Hervé. Il insulte tout le monde. Pas que Paris est pavoisé. Il insulte, arrête. Il dit... Sarah, il n'insulte personne. Qu'est-ce qu'il vient de dire sur le maire de Londres? Je vais dire, mais c'est pas insulter. En fait, aujourd'hui, dès que tu n'es pas d'accord avec... Il insulte le maire. Dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, aujourd'hui, les gens disent, il m'insulte. Non. Donald Trump passe son temps à insulter tout le monde. Écoutez, est-ce qu'il a raison? Il n'y a que ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il a raison? Il est dans la caricature comme toujours. Est-ce qu'il a raison? Il est outrancier, il est, dans la caricature. Eh bien, c'est votre avis. Vous êtes allé à Londres récemment? Non, pas récemment. Bon, ben allez-y. Moi, il se trouve que je connais... 10 ans que j'y suis pas allé. Eh bien, allez à Londres. Allez à Londres. Pas la peine. Voilà, Oui. t'as pas... bon, parce qu'il se trouve que c'est une ville que hein. les Français connaissaient très bien, Londres. Ils y allaient régulièrement. Allez-y. Vincent Arouette. Non, mais j'ai à Londres. À Londres, je vais souvent à Paris, ça suffit. Oui. Non, mais c'est pas pareil. Hein. Londres est assez fascinant. Il reste plus que 36% de Britanniques, de roast beef de Britanniques blancs qui vivent à Londres. Hein. 36%. On va peut-être pas dire ça. C'est l'expression qu'on utilisait autrefois quand on parlait des Anglais, nos ennemis préférés. C'est comme ça qu'on disait en Bretagne. Mais bon, oui, c'est très mal. Pardon, mais c'est vrai. Alors, sur Trump, non, mais comment vous analysez? C'est comme au théâtre, il y a les trois coups. Il y a eu vendredi la publication de la stratégie nationale, et on a retenu un mot qui était savant, mais qui nous a frappé, c'est le naufrage décivilisationnel. Cet adjectif compliqué, donc... il nous expliquait que la perspective, le déclin économique avait masqué la perspective réelle et abrupte d'un déclin décivilisationnel. Bon, je vais y arriver à le dire, oui, c'est ça. Et puis, il y a eu une interview, une déclaration de Trump déjà lundi alors qu'il y avait eu un grand silence des pays européens mis en cause d'une manière très sévère par ce document officiel de la Maison-Blanche. Il y a eu ensuite un grand silence, et puis il y a eu Trump, on a rajouté une couche avec un tweet lundi, et là, mercredi, il fait donc cette interview à Politico, en longueur, où c'est véritablement un réquisitoire, c'est une violence effectivement très... ça change quand même beaucoup de choses, parce que ça veut dire que si un jour on est en difficulté, les Américains ne viendront plus nous aider. Alors il y a deux choses. C'est très important. La première chose, c'est que, contrairement à ce qu'avait raconté J.D. Vance, le vice-président à Munich au printemps dernier, on en parlait hier, ils ne sont pas simplement en train de fustiger les Européens, ils expliquent que les États-Unis ne peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire qu'on peut être décidé à ne plus intervenir à l'extérieur, comme le font aujourd'hui les Trumpistes, c'est l'Amérique et l'Amérique seule, mais il y a quand même ce bout d'Occident qui leur importe parce qu'ils ne peuvent pas s'en laver les mains. Et donc le déclin, la décadence, la déchéance, dit aujourd'hui Trump, de l'Europe, ça leur importe
Parce que si ça continue comme ça, dans 20 ans, on ne reconnaîtra plus l'Europe. Il y a un certain nombre de pays qui seront tellement islamisés qu'ils ne pourront plus être dans l'OTAN des alliés fiables. Et donc, il faut intervenir. Donc, ce que nous annonce la Maison-Blanche depuis une semaine, c'est qu'ils vont s'occuper réellement de l'Europe, si jamais ils s'en étaient désintéressés. Et la deuxième chose, quand même, d'un mot, c'est que sur l'Ukraine, il a des mots terribles. Et là, pour la première fois, moi, je l'entends remettre en cause la vraie légitimité de Zelensky en disant, finalement, ils font la guerre pour rester au pouvoir. C'est pratiquement ça ce que dit Trump aujourd'hui. Zelensky continue la guerre pour ne pas être chassé du pouvoir. Et ça, il n'y a qu'à Moscou qu'on racontait ça jusqu'à présent. Et c'est classique, hein. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. On l'a dit parfois avec Benjamin Netanyahou, ça a été dit. Non, mais ce qu'il explique, oui, mais ce qu'il explique, c'est que la guerre, on ne peut pas la régler parce qu'il y a une haine telle entre Poutine et Zelensky, une haine personnelle qui est telle que si on ne change pas le casting, on n'y arrivera pas. Bon, or, deuxième passage. Il ne va pas virer le Kremlin, il ne va pas virer Poutine du Kremlin. En revanche, il faut prévoir la suite à Kiev. Hein. Bon, deuxième passage de Donald Trump, vraiment dans le flot de choses que j'ai entendues, c'est c'est ce qui m'a le plus alerté parce que je vous le dis, je n'exclus pas qu'il ait raison. Et c'est ça qui nous inquiète. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un de l'extérieur qui nous dit « attention, danger ». Et là, on a nos petits députés à nous qui font de la magouille, de la tambouille. Mais si, pardonnez-moi, qui ne comprennent rien à rien ou qui refusent de comprendre et qui ne voient pas avec une certaine hauteur de vue. Oui, là, il y a la retraite en France, puis il y a la Bérésina en Europe. Oui, pas tout à fait la alors même chose. écoutez ce deuxième passage, parce que c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui et que chacun peut se poser. Qui il aimerait avoir comme dirigeant ? Un Trump ou un dirigeant européen ? Et cette question, elle est légitime. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent de la même manière qu'il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, si j'ai 20 ans, est-ce que je reste dans ce pays avec ce qui arrive ? Avec ce qui arrive. Bon, et c'est ce que nous dit Trump, d'ailleurs. Donc, c'est des questions légitimes. Écoutez Donald Trump, deuxième passage. La plupart des nations européennes se délabrent. Elles se délabrent. Je pense qu'ils sont faibles. Et je pense qu'ils veulent tellement être politiquement corrects qu'ils ne savent juste pas quoi faire. Ils veulent tellement être politiquement corrects que ça les affaiblit. Regardez le maire de Londres. C'est un désastre. Il a des idées bien différentes de ce qu'il devrait avoir. Et il a été élu parce que beaucoup de gens sont entrés dans le pays et ont voté pour lui. C'est ce qui se passe. Et moi, ce qui m'a intéressé ces dernières heures, c'est que la fameuse thèse du grand remplacement, qui était tenue avant par Renaud Camus ou par Éric Zemmour, et on le reprochait à Renaud Camus et Éric Zemmour. Maintenant, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'assume, et c'est d'autres qui disent « oui, le grand remplacement, il est là ». C'est ça qui est assez drôle. Tant mieux. Il y en a un qui s'en plaint et un qui s'en réjouit. Exactement. En fait. Mais c'est-à-dire qu'avant, certains disaient « mais ça n'existe pas, mais de quoi vous parlez ? C'est une folie, vous n'avez pas le droit, c'est un fantasme ». Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon et d'autres disent « mais il est là, et tant mieux, on a gagné, et on se sent fort, les amis ». Donc c'est drôle. Donc une nouvelle fois, ceux qui le disaient, qui se sont fait attaquer pendant 20 ans, avec tout l'espace médiatique qui disait « c'est un fantasme, ça n'existe pas, etc. » Mais ils doivent raconter n'importe quoi. Eux-mêmes, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit aujourd'hui. Donc le parti foutu, mais faut pas. Le gaullisme, c'est un espoir, c'est une espérance. Alors, je commence par éliminer quelques considérations secondaires. Le maire de Londres, vicieux et dégoûtant, c'était pas nécessaire. Oui, voilà, évidemment. Les déclarations sur l'Ukraine, de toute façon, ce que dit Trump le lundi sera contredit le mardi, à nouveau le mercredi. Zelensky sera à nouveau son meilleur ami, ça se trouve, c'est déjà le cas. En revanche, vendredi, lors de la première déclaration, en effet, c'est devenu un jour férié dans mon calendrier personnel. C'est la première fois que je tombe d'accord avec Trump. Mais je pousse un tout petit peu plus loin l'analyse. Je pense que l'Europe est en train de mourir, mais qu'elle acquiesce à sa propre fin. C'est-à-dire qu'il y a dans l'inconscient collectif l'idée qui s'installe, pas chez tout le monde, mais chez une majorité, que notre tour est passé, que notre civilisation doit s'effacer. Mais moi, je le sens. Je n'entends que des gens, d'ailleurs, vous venez de vous en faire l'écho, qui me disent « je veux me barrer ». Je ne veux pas sauver la France, je veux me sauver moi et mes enfants. C'est très différent. Et ensuite, vous dites De Gaulle. Je reviens sur les histoires parlementaires. On a fait le tour de la Ve République. On est revenu à la IVe République à une grande différence près, c'est qu'on ne voit aucun nouveau De Gaulle poindre. Ça, c'est la différence. Et dans la biographie de Jean-Luc Barré, dans le 2e tome, il cite De Gaulle
ouvrez les guillemets, les Français croient toujours qu'il y aura quelqu'un pour venir les sauver, eux et leur pays. Ce n'est pas vrai. Fin de citation du général de Gaulle. En fait, je vous parle de De Gaulle parce qu'on a été influencé hier. Jean-Luc Barré était là voilà, pour le deuxième tome. Ça, je ne connaissais pas cette formule. C'est Jean-Luc Barré qui la cite. Ah oui, ça effectivement. Alors, on en est là. Là, vous m'avez bien remonté le moral. Déjà que ça allait pas bien ce matin. Il y a toujours eu. Mais Pascal, abandonnez l'espérance, rejoignez le parti futuriste. Non, mais non, non. Parce que là, vous vous débattez, mais il faut arrêter de se débattre. Accepter. Non, mais c'est lamentable. Le spectacle qu'on a vu hier est lamentable. En fait, l'UMPS, ils font tout pour mettre au deuxième tour de la présidentielle Bardella, Le Pen, Mélenchon. C'est extraordinaire. Socialistes, macronistes, centristes, républicains. Ils se mettent d'accord. Ils sont sidérants, quoi. C'est-à-dire qu'ils creusent chaque jour leur tombe. Chaque jour. Ce que je vous dis. Jacques Serret. Vous avez des échos. Moi, je voudrais quand même qu'on me dise ce qui se passe au LR. Le LR, nous sommes d'accord que Bruno Retailleau, président du LR, avait demandé de voter contre. Alors, pas exactement, c'était pas aussi clair. C'est vilipendé, en effet, ce budget de la sécurité sociale, mais c'était pas un appel ferme pour voter contre. Il laissait le choix entre l'abstention et voter contre. Oui. Donc, ça laissait quand même l'abstention. Et les 18 qui ont voté pour, alors ? Eh ben, ça fait partie de ces députés. Mais attention, ils sont exclus. Mais Pascal, le groupe LR à l'Assemblée, c'est pas tant Bruno Retailleau, c'est Monsieur Wauquiez qui tient ce groupe LR à l'Assemblée. Et quel est le mobile de Laurent Wauquiez pour voter l'abstention. D'ailleurs, on va voir un petit tweet qu'il a fait, Laurent Wauquiez, qui est absolument formidable, et on ouvre la page du budget, vous l'aurez compris, parce que non seulement il vote pour, mais en plus il nous dit que c'est formidable. Donc Laurent Wauquiez a dit, l'Assemblée nationale vient d'adopter le budget de la sécurité sociale, nous nous sommes battus tout au long des débats pour l'améliorer, suppression de hausse d'impôts, retour de la défiscalisation intégrale des heures supplémentaires, revalorisation des retraites, ce texte n'est ni parfait ni idéal, c'est un moindre mal. Donc il acquiesce qu'il y a une hausse d'impôts. Mais pourquoi ? Quelle est sa stratégie ? Quel est son intérêt ? Mais imaginez-vous bien que tout ça, ça a été discuté au sein du groupe LR. Hein. Ce ne sont pas quelques députés. Ils sont 18. Finalement, c'est presque un tiers ce qui s'est passé. Donc, et finalement, quand il dit c'est un moindre mal, c'est un moindre mal. Mais par rapport à quoi ? C'est un moindre mal par rapport à quoi, Pascal ? C'est un moindre mal. Mais son intérêt, il y a bien mais l'intérêt, c'est votre fausse naïveté est admirable. L'intérêt, c'est cartonner Retailleau. Point, barre. Fin de la discussion. Il n'y a pas d'autre intérêt chez Laurent Wauquiez que de cartonner Bruno Retailleau. Voilà, c'est tout. Mais l'intérêt, c'est tout simplement, la finalité, c'est de ne pas retourner aux urnes, qu'il n'y ait pas... Alors ça, j'entends bien. C'est de garder ça, je l'entends. Il est là, l'intérêt, tout simplement. Mais pourquoi à ce moment-là, il vote pour ? Parce que s'ils s'abstiennent, les 18 qui ont voté pour, c'est au-delà. Mais parce que jusqu'au dernier moment, hier soir, il y avait quand même une incertitude. Tout le monde disait que ça allait jouer à quelques voix près. Bah, si les 18 ne votent pas, là... Et justement, vu que ça passe à 13 voix près... Si les 18 ne votent pas pour, en fait, le budget socialiste est voté avec les Républicains. Et sans les Républicains, il ne serait pas passé. Si les 18 ne votent pas pour, et le budget ne passe pas. Absolument. Nous sommes d'accord. Oui. C'est fascinant. Non, mais vous vous focalisez sur ceux... Moi, je vous assure, ce monde est fascinant. Non, mais vous vous focalisez sur ceux qui ont voté contre. Mais qu'est-ce que signifie s'abstenir dans ce cas-là ? Excusez-moi, qu'est-ce que ça signifie ? Mais s'abstenir, c'est voter pour. C'est dire... c'est ce que je vous dis. Mais je suis d'accord, mais je l'ai dit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même les consignes de Retailleau sont incompréhensibles. Mais voter pour, c'est dire on continue. Voter pour, c'est être avec la Macronie. Voilà. Et Sébastien Lecornu, ce qui est extraordinaire, il vient de l'UMP. Donc il est prêt à tout. Alors j'entends évidemment, comme l'espace médiatique écrit sa propre histoire, il est habile de rien du tout. Il y a des gens qui veulent pas retourner aux urnes. T'enlèves la suppression des retraites, c'est gagné. Il n'y a aucune habileté chez Lecornu. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est n'importe quoi. C'est les petits commentateurs qui expliquent. Il n'y a aucune habileté. Ils ont tellement la trouille. En fait, c'est le vote de la trouille. Voilà, c'est le vote de la trouille. C'est tout, c'est assez facile. Non, mais Sébastien Lecornu, il fait le job. En l'occurrence, il protège Emmanuel Macron. C'est sa mission. C'est sa mission. Mais écoutez, Sébastien Lecornu, il a dit je m'en vais. 8 jours plus tard, il est revenu. Mais vous vous rendez compte, ce type de personne qui dit je m'en vais ? Personne ne voulait y aller. C'est un moine soldat. Mais vous rigolez, c'est pas du tout un moine soldat. C'est un moine. C'est quelqu'un qui pense qu'il peut être président de la République. Il n'est pas du tout moine soldat. C'est la phrase de Gaulle, après moi, ce sera le trop-plein. Ils veulent tous être président de la République. Ah bah voilà. Et donc, lui aussi... Pourquoi vous avez dit ça, suicide ? Mais parce qu'on leur demandera des comptes demain. Effectivement, c'est eux qui ont voté l'abandon de la réforme de la retraite. Donc on leur demandera demain des comptes, même s'ils
imaginent ainsi sauver leur pouvoir. Demain, ils seront devant l'électeur qui pourra les chasser. Mais bon, donc c'est quelque part effectivement une trahison à la fois de son électorat, de soi-même, de ses convictions. Mais bon, tout le trop-plein, dites-vous, mais depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, hissé à la présidence de la République, chacun sait que n'importe qui peut devenir président de la République. Et donc ça suscite des vocations. Ça qui est bien, c'est la République. Bilan, quand même. Quel désastre. Quel désastre. Non, quel déclin, quelle décrépitude. Votre ami Donald Trump dit quelle décrépitude. Oui, mais il a raison. Le terme exact de la traduction. Je veux dire, ce monde-là, et ils font tout pour installer au deuxième tour RN et LFI. Tu voudrais l'écrire, on dirait que c'est leur but. Tous ces politiques-là. C'est leur but de mettre RN contre LFI. Oui, mais 5 ans après, ils reviendront d'autant plus vigoureux. Possible. Bon, le budget. Donc, parlons du budget et voyons ce sujet de Félix Pérola hier qui nous dit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ce qui n'était évidemment pas une surprise et on l'avait annoncé puisque tout le monde avait peur de retourner aux urnes. Donc, bilan avec Félix Pérola. Suspension de la réforme des retraites, création d'un congé de naissance ou encore limitation des arrêts maladie, le projet de budget 2026 de la sécurité sociale a été largement remanié par les députés. Mais quelles sont ses principales mesures ? D'abord concernant la suspension de la réforme des retraites, la progression vers l'âge légal de 64 ans est mise en pause jusqu'en 2028. Le texte prévoit aussi de mieux valoriser les carrières interrompues pour maternité. Autre mesure très attendue, la création d'un congé de naissance. Il sera mis en place dès le 1er janvier prochain pour une durée d'1 à 2 mois. Ce congé pourra être fractionné et son indemnisation atteindra 70% du salaire net le premier mois, puis 60% le second. Concernant les arrêts maladie, les députés ont validé un nouveau plafond, 1 mois maximum pour une première prescription, 2 mois pour un renouvellement, avec la possibilité pour le médecin d'y déroger en cas de situation médicale particulière. Enfin, sur le plan financier, le texte revoit notamment la taxation des revenus du capital. La contribution sociale généralisée sera relevée de façon ciblée, mais certains placements comme les assurances-vie ou les PEL resteront exclus. Selon le gouvernement, ce budget doit permettre de contenir le déficit de la sécurité sociale à moins de 30 milliards d'euros en 2026. Ce qui est intéressant également, et c'est ce qu'on me dit, c'est sur les 18 en fait, qui ont voté pour, il y a 6 suppléants de ministres LR, donc qui étaient obligés. Oui, qui étaient obligés de voter. Là, il valait mieux quand même, oui. Oui, mais parce que c'est des godillots. On leur dit, ça sert à rien en fait. Mais... Ça sert à rien. On leur dit, tu fais ça, et ils n'ont aucune, indépendance d'esprit. C'est formidable d'ailleurs. Et des ministres ne sont plus tellement à l'air, parce que rappelez-vous, ils ont été suspendus. Ils sont plus. Des ministres qui ont été aussi suspendus. Non, mais nous sommes malades de nos partis politiques et nous sommes malades. Partis. Non, mais nous sommes malades du poison présidentiel aussi. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est tout ça, c'est le grand démolisseur. Tout ça est l'architecte du désastre. Non, mais moi je parle de l'élection présidentielle en tant que telle qui rend tout le monde dingue. Moi, je suis contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Et vous proposez quoi ? Oui, je reviens à une élection indirecte. Ça les rend tous dingues. Mais là, c'est pire. L'élection indirecte, alors là. Non, mais tout ce qui se passe là, depuis quelques jours ou depuis quelques années, c'est 2027 en ligne de mire. Il n'y a que ça qui les intéresse. Pardonnez-moi, parce que vous avez quelqu'un qui trahit les institutions. Peut-être. Parce que vous avez pas que lui d'ailleurs et d'autres, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ne respectent pas l'intérêt général. Pour ces gens-là ne compte pas. C'est ce que je vous dis, c'est collectif. Donc à partir de ce moment-là, Emmanuel Macron, lorsqu'il a dissous, il aurait dû tout simplement dire si je n'ai pas de majorité, je m'en vais. C'est ça la logique de la Ve République. Ça, c'est très gaulliste, en effet. Oui, c'est gaulliste. Mais ça, c'est gaullisme. C'est le seul qui l'a fait. C'est la Ve République, elle est faite pour ça. Voilà. C'est ce qu'il avait dit lui-même, d'ailleurs. Il avait dit dans une interview très célèbre, une prise de parole. Lors d'une table ronde. Dans une table ronde, on peut le réécouter, je demande à Marine Lançon. C'est ça la Ve. À partir du moment où vous avez des gens qui sont, qui ne respectent pas, qui s'en foutent en fait de l'intérêt général. Ils s'en foutent. Donc en fait c'est odieux d'être comme cela. Mais non, l'intérêt général, de ne pas mettre son mandat, de ne pas lier son mandat à la démocratie.
Non, mais la vision dévoyée qu'il a de l'intérêt général, c'est qu'il reste à sa place. Oui. C'est que la stabilité l'emporte. Voilà. Il pense qu'il est le dernier garant d'un peu d'ordre dans ce pays. Il a été élu 2 fois. En quoi il trahit totalement sa fonction et l'esprit des institutions, ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est très curieux parce qu'il a une conception quasi monarchiste de l'État, c'est-à-dire c'est le dialogue entre lui et le peuple, c'est-à-dire à travers les États généraux, à travers la prise, cette conversation interminable, cette logorée. Et puis, les camps intermédiaires, les partis, n'existent pas dans ce dialogue. Ils sont subalternes. Alors qu'en réalité, dans le quotidien, dans le concret, il n'a pas cessé de gouverner depuis qu'il est à l'Élysée. Il s'est directement impliqué dans la gestion. Il a été une sorte de super Premier ministre, ce qui est totalement contraire à l'esprit de la Cinquième. Alors écoutez ce qu'il disait sur le rapport que doit avoir un chef d'État. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est lui qui le dit. En quelle année, Marine Lançon va me dire, en quelle année ça avait été dit ? 2018. En 2018, voilà ce que disait dans un débat d'idées Emmanuel Macron. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Bon, ben merci Mitterrand, merci Mitterrand, merci Chirac. Bon, vous savez quoi ? On va le réécouter une deuxième fois en fait. Ok. On va le réécouter une deuxième fois. Écoutons ce que disait Emmanuel Macron sur Emmanuel Macron 2025. Écoutons Emmanuel Macron 2018 et peut-être peut-il conseiller Emmanuel Macron 2025. Deuxième passage. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Bon, est-ce que, lorsqu'il fait une intervention à la télévision, quelqu'un lui soumet ça ? Non. Ah ben non. Non. Voilà. Plus fondamentalement, le problème de la Ve République, c'est que ça ne marchait vraiment qu'avec De Gaulle. Non, Ah non, regarde, Vincent Hervouet a cité Mitterrand et Chirac. Voilà. Oui, il y a eu Tous les présidents ont refusé d'appliquer le principe gaulliste. Voilà. Macron n'est pas le premier. Et c'est pourquoi en 86, une nouvelle fois, Raymond Barre avait raison lorsqu'il a dit qu'il ne faut pas cohabiter. Et lorsque vous voyez... du gaulliste, non. Non, mais ça m'arrive pas. Raymond Barre avait dit on ne cohabite pas, on n'y va pas. Et là, en 86, c'est toujours pareil. Pour avoir son fauteuil, on y va. Pour avoir sa voiture à cocarde, on y va. Ouais. Alors, le dérèglement a été absolu avec le quinquennat encore. Alors, à partir du moment où vous avez fait coïncider les deux agendas, législatif et présidentiel, là, le bastring ne pouvait plus du tout tourner, quoi. Les roues étaient carrées, c'était fini. La vérité, c'est que la cinquième République, la Constitution, elle était formidable, mais elle n'est pas faite pour des nains. Elle est faite effectivement pour des gens qui ont un certain niveau. Il faut pouvoir... et la suite ? Bah écoutez, la suite, voilà. C'est triste d'ailleurs. Franchement, c'est triste. Non, mais justement, puisqu'on revient un petit peu en arrière, même pas besoin d'aller jusqu'en 2018, mais ce qu'il faut pointer également dans le vote de certains hier, c'est que vous avez parlé des LR, mais on peut aussi souligner les députés MoDem. Il y a quelques mois, il y avait quand même François Bayrou, qui était à Matignon, qui nous expliquait qu'on était au bord du gouffre, au bord de la falaise. Et là, il y a les députés MoDem qui ont voté ce budget. En tout cas, elle n'est pas faite pour des petits hommes. On termine avec le budget. Je voulais qu'on voit le sujet de Valentin Rouillon sur les réactions hier à ce budget qui a été voté, notamment donc par les Républicains. C'est grâce aux Républicains. Grâce aux Républicains, un budget socialiste a été voté en France. Voilà. Bravo. Vive la Bravo France. les Républicains. Valentin Rouillon. C'est un vote qui passe de justesse. Une bataille de gagner pour le gouvernement, mais qui ne manque pas de faire réagir les oppositions. Pour le Parti socialiste, c'est une réussite. Certains font feu sur les socialistes. Eh bien, je dois vous dire que ça ne nous impressionne pas. Une œuvre utile pour le PS. Chez les LR, même si Bruno Retailleau n'approuve pas ce budget, Laurent Wauquiez parle quand même de compromis. Nous nous sommes battus tout au long des débats pour l'améliorer. Ce texte n'est ni parfait ni idéal. C'est un moindre mal. De son côté, la France insoumise parle de trahison. Ce qu'ont permis les socialistes, c'est de faire en sorte non seulement de leur donner un sursis, de faire perdre du temps au pays. À droite, Jordan Bardella, lui aussi, affiche son mécontentement. Un budget de la sécurité sociale, de punition et de taxation a été voté grâce à l'alliance des socialistes et des macronistes, mais aussi grâce au soutien bienveillant, évidemment coordonné avec le Premier ministre, des députés LR. Gabriel Attal, lui, a tenu à saluer le travail du Premier ministre, tout en rappelant que l'Assemblée ne faisait que remplir sa mission. Ce qu'a fait le Parlement ce soir, c'est juste son travail en fait.
et qu'on en soit à considérer que c'est un exploit historique que le Parlement puisse adopter un budget, ça en dit long sur la crise profonde. Sébastien Lecornu est satisfait, mais regrette que certains restent enfermés dans une opposition systématique. J'ai lu, chère Sarah Salman, que vous alliez faire partie prochainement d'une émission de télé-réalité sur M6. Non, c'est pas de la télé-réalité. C'est pas de la télé-réalité ? Bon, en tout cas, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça s'appelle Les Traîtres, je crois, et c'est sur M6. Eh bien, je propose que pour la prochaine émission, j'ai un petit casting pour cette émission de M6. J'ai quelques noms, si vous voulez, à leur proposer, peut-être, pour aller dans cette émission à laquelle vous avez participé, je crois, mais c'est secret, on peut rien dire ? Bah, c'est sorti dans la presse, mais bon, je vais rien dire. Vous ne pouvez rien dire. Mais on me l'a proposé, est-ce que ça vaut le coup de la faire ou pas ? On l'a proposé hier encore. Bon, et écoutez, mais il devrait la proposer à quelques membres du Républicain. Ils peuvent faire la promotion, ils sont 18. Quelques membres du PS, pourquoi pas. Oui, mais ils ne sont pas très bons, hein, parce que si j'ai bien compris le principe des traîtres, il faut se dissimuler. Là, ils se montrent quand même. Il y a des loyaux et des traîtres. Ah oui, parce que par exemple, le PS, par exemple, M. Vallot, il doit son siège à la France Insoumise, nous sommes d'accord, je parle sous votre contrôle. Hein, il doit vraiment son siège, pareil, et pareil, M. Faure. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas la France Insoumise, ils ne sont pas là où ils sont. Du moins, ça aurait été et ils ont voté, mais le prochain coup, ils retourneront. Bah oui. À LFI, ils y retourneront si demain, à la gamelle. À la gamelle, ils iront. Oui, mais est-ce que les insoumis auront pardonné aux socialistes ? Mais oui. Mais évidemment, parce qu'il faudra faire barrage républicain. Embrassons-nous Folleville, etc. Bien sûr, évidemment, mais tout ça est assez pitoyable, hélas. Alors, Alexandre Jardin. L'info est confirmée, Monsieur Lecornu s'engage à faire exploser votre facture d'électricité en signant avant Noël la PP3, dit-il. Il y aura une lutte acharnée des gueux contre l'État et les lobbies. On va les battre, pas question d'abandonner notre peuple. Signez la pétition pour, effectivement, votre facture d'électricité va exploser. Hein. Ils sont prêts ils vont donner aux énergies renouvelables des subventions. Ce qui est évidemment un scandale, mais c'est pas grave, c'est l'argent des Français, on y va. Alors écoutez, Monsieur Lecornu, qui le disait hier, qui achetait les écologistes pour qu'ils votent, et on en est là. La 4e République, petits arrangements, entre, même pas amis d'ailleurs, entre ennemis. Écoutez ce que disait Monsieur Lecornu. Se répand sous le contrôle du ministre Lescure partout dans Paris la rumeur comme quoi le gouvernement voudrait procéder à un moratoire sur les énergies renouvelables. Et donc je tiens à démentir cette rumeur qui circule partout dans Paris. Il n'y a pas de moratoire prévu par le gouvernement sur les énergies renouvelables, quels qu'ils soient, et encore moins sur les énergies renouvelables qui s'appuient sur des filières industrielles souveraines françaises que nous avons cherché toutes et tous à développer depuis maintenant de nombreuses années. Je suis normand, je ne veux pas toutes les citer, mais enfin, il est clair que cela soit sur l'éolien en mer, sur le solaire, sur les enjeux de géothermie, bref, autant de sujets sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Donc en tout cas, je veux que cette idée reçue, ou en tout cas cette fausse rumeur, il y soit mis fin. Troisième des choses, nous avons enfin aujourd'hui, Madame la Présidente, le rapport d'RTE sur la consommation d'énergie et sur les différents scénarios qu'il peut préconiser pour les années qui vont venir. C'est là-dessus que je souhaite qu'on redémarre nos discussions sur la PPE, non pas pour amoindrir les objectifs, ce qui est l'occasion aussi de le dire, Madame la Présidente, mais au contraire de voir comment on peut accélérer l'électrification décarbonée du pays. On voit bien qu'on a beaucoup trop de dépendance aux énergies fossiles, notamment au gaz, ce qui n'est pas sans poser des difficultés ou des gros enjeux en matière de souveraineté. On ne peut pas dépendre d'un gaz venu désormais d'un continent étranger, donc on doit accélérer l'électrification d'un certain nombre d'usages, y compris d'ailleurs pour les PME. C'est le chantier que j'ai donné au ministre Lescure, également d'ailleurs sur la réflexion sur la fiscalité de l'électricité. Vous vous rendez compte, ça c'est dit à 15h, avant le vote. Il a tellement la trouille, Sébastien Lecornu, qui dit il n'y a surtout pas de moratoire. Hein. On est avec vous les écologistes. C'est l'argent des Français. C'est-à-dire qu'on va dépenser des subventions folles pour des énergies renouvelables qui ne servent à rien. Mais il veut tellement garder sa voiture à cocarde à Matignon qu'une heure avant, il dit « On est là, hein, on est avec vous, hein, les écolos, hein, on est avec vous ». Sébastien Lecornu, qui vient de la droite. Mais ces gens sont prêts à tout. En fait, je vous assure, mais c'est invraisemblable. Alors, il y a quand même quelques sénatrices qui sauvent parfois
qui sauve la politique. J'aurais voulu vous la faire écouter, Christina Pluchet. Hélas, le temps de parole me l'interdit, donc je suis obligé de vous citer. Elle est sénatrice de l'Eure, en Normandie. Elle est membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Elle est membre du groupe des Républicains. Que dit-elle hier? C'est un cri du cœur. Elle a défendu un amendement d'arrêt des subventions aux énergies intermittentes. Elle a pris le cas des boulangers qui ne peuvent plus supporter une augmentation de l'électricité. Elle assure que financer les énergies renouvelables induira un doublement de la facture d'électricité. Elle a pris à partie les sénateurs. Aujourd'hui, c'est quoi notre job? C'est d'assurer aux Français, aux entreprises et aux collectivités une électricité qui soit fiable, abondante et surtout bon marché. Voilà quelqu'un qui relève l'honneur de la politique, continue à soutenir des énergies intermittentes. Vous savez tous que ça coûtera des milliards et que la conséquence sera une énième hausse du coût de l'électricité. Ce qui se passe en France à tous les niveaux est un scandale. C'est un scandale. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est un scandale. Et tout ça, arrangement entre amis. Par pitié, faisons une pause pour préserver le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité de nos entreprises. Et comme il n'y a pas d'élection avant un an, ils jouent la montre. Ils jouent la montre et vous ne savez pas ce qui peut se passer. Ils jouent la montre. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nos entreprises ne sont plus capables de supporter la moindre augmentation. Les patrons sont vent debout, mais personne ne bouge dans ce pays. Donc, financer les énergies renouvelables induira un doublement de la facture d'électricité. Ce n'est plus supportable. Vous n'êtes pas des gens sérieux. Voilà ce qu'a dit Christina Pluchet, républicain. Elles disent que tous les spécialistes de l'électricité disent de M. Proglio à... comment ? À Donald Trump. Tous les gens sérieux disent ça. Mais fallait aller à la pêche aux voies écologistes. Donc il se couche, le cornu. Et il dit, il n'y a pas de moratoire. Hein. Ah, les Français vont banquer. Mais les LR n'étaient pas obligés de voter. Et ils l'ont fait. Je suis d'accord avec vous. Je suis hélas d'accord avec vous. Madame Thévenet, vous êtes venue pour nous parler de Brigitte Bardot. Ça peut nous... donner un peu de baume au cœur, quelques secondes. Et pourquoi vous êtes venu? Parce que le film n'est pas programmé comme vous souhaiteriez qu'il soit programmé, c'est bien ça? Oui, ce film, c'est l'occasion de passer 1h30 en tête-à-tête avec Brigitte. Et c'est vrai que le public se plaint beaucoup sur les réseaux de ne pas avoir accès au film en salle, notamment parce qu'on manque cruellement de séances de soirée. Donc on s'est demandé pourquoi. Est-ce que c'est à cause des propos polémiques? Et c'est vrai que si c'est le cas, c'est dommage, parce que Brigitte Bardot, c'est bien plus que ça. Dans le film, on parle de la liberté d'expression, de son rapport à la petite vierge, de son combat pour la cause animale, mais aussi du nombre de femmes qu'elle a soutenues ou encore de son pouvoir dans l'industrie du cinéma. Et en même temps, les distributeurs, j'imagine que s'ils ne le programment pas en soirée, c'est qu'ils considèrent que le public n'est pas là. C'est la loi un peu de l'offre et de la demande. Ils ne sont pas fous, les distributeurs. Ils n'ont pas intérêt à vider leur salle. Donc, Je sais pas, en tout cas j'espère que le film restera longtemps en salle et que le public pourra passer ce moment avec Brigitte. Bon, c'est vous. On peut voir quelques images de Brigitte Bardot. D'abord, ça nous permet de saluer également notre ami Norbert Saada, qui est proche d'elle et qui vient régulièrement nous parler ou nous donner de son nouvelle. Voyons quelques images de Brigitte Bardot et puis allez voir évidemment ce film si tant est que vous soyez intéressé par Brigitte Bardot et par des films formidables comme En cas de malheur et La vérité par exemple. Ma vie a été plusieurs vies. She was a dancer, she was a model, an actress, a singer. Bardot was definitely an iconic image. La gloire, c'est formidable et c'est invivable. It's not love anymore, it's rage. Elle a osé avant tout le monde. We can see her as a pre-feminist figure. On se rend compte à quel point elle a pu nous libérer. Je savais pas la révolution que j'allais amener, moi. C'est pas marqué dans le scénario. Brigitte Bardot is a myth built on deep fragility. Je suis née libre et je mourrai. Quelle beauté. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est une beauté moderne, je trouve, Elora Thévenet. C'est-à-dire que parfois, la mode des beautés évolue. Et les femmes des années 50, c'est peut-être pas les mêmes critères que... Bon. Et elle, je trouve que c'est une beauté d'aujourd'hui. C'était une beauté aussi totalement libre de marcher pieds nus, de s'habiller comme elle voulait, d'embrasser qui elle voulait. Et cette liberté aussi rendait sa beauté encore plus attirante, je pense.
Bah écoutez, allez voir en tout cas ce film, Brigitte Bardot, il est sorti le 3 décembre et c'est un documentaire. Je disais que notre ami Olivier de Lagarde est là, vous le connaissez, vous êtes dans ce jury. Je fais partie de ce jury, c'est une des bonnes choses de notre métier, vous savez, on n'a pas trop l'occasion tout le temps de s'amuser quand on traite la politique, et je parle sous le contrôle de Jacques Serret, qui sait de quoi je parle, et donc là on se réunit 4 ou 5 fois par an. Alors qui est dans le jury? Alors il y a un certain nombre de journalistes, il y a Bernard de la Billardière en tant que président du Presse Club qui préside ce jury, et puis on a des journalistes qui sont d'un peu tous les médias. Et donc, comment ça se passe? De tous les médias, c'est-à-dire ça va de Libération à... Ça va du Figaro à Libération, en passant par France Télévisions, en passant... On est très ouvert, mais vous venez, Pascal. Des gens labellisés. Mais que des gens labellisés. Voilà. Bon alors là, vous me direz qui a... Alors, je vais citer les petites phrases. Claude Maluret a dit pauvre extrême gauche dont le bilan se résume à un siècle à bouffer du curé pour finir par lécher les bottes des mollahs. Bon, il a dit également le budget s'annonce encore plus difficile à monter qu'un meuble Ikea. Ouais. Ça c'est le grand prix Maluret pour presque l'ensemble de son œuvre, parce que Maluret il nous en a fait quand même quelques-unes, quoi. Rachida Dati. Alors lui, c'est laquelle est le grand prix? C'est le pauvre extrême gauche. C'est Maluret qui a eu le grand prix. Mais d'accord, pour l'ensemble de son œuvre. Non, et puis on avait mis on avait sorti ces deux phrases, mais il y en avait d'autres. D'accord. Ouais, parce qu'il en a fait quelques. Alors Rachida Dati, n'avoir dans une écurie que des étalons, ça peut mal se terminer. Pour un meilleur équilibre, c'est pas mal d'avoir des percherons également. Et il y a aussi les juments. Moi, je trouve que c'est plus drôle. Moi aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus drôle. Je trouve que c'est. Ah oui, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est même plutôt plus corrosif, plus acide. Oui, plus acide, moins convenu. Je trouve que Maluret, c'est très convenu, pardonnez-moi. C'est très drôle, Rachid. C'est très convenu ce qu'il dit. Écoutez, vous savez, dans un jury, on n'est pas toujours d'accord. Oui, mais je trouve qu'il est un peu politiquement correct, votre jugement. Moi, j'aime beaucoup celle de Geneviève Darrieussecq. Alors, qui quitte le ministère du Travail, et qui a cette phrase qui est formidable, finalement, qui dit « Je vous avais dit, il y a 3 mois, que je ne ferais pas de miracle. Eh bien, vous voyez, j'ai tenu parole. » Ah oui, c'est pas mal ça. Parce qu'il y a l'autodérision. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. En fait, tout est mieux que Maluret. Je trouve que c'est mieux. Je trouve que Maluret, pardonnez-moi, c'est un peu lourd. Alors tout le monde trouve ça formidable. Je trouve que c'est pas lourd, c'est un peu 4ème République. C'est un peu démonstratif. C'est un peu l'ancienne. Je dis encore une fois, on a le droit de s'exprimer. Il y a eu débat, très bien. etc. Alors, Monsieur Delegue, il faut construire plus de logements sociaux pour loger ceux qui sont expulsés de leurs logements sociaux. Oui, alors, parce qu'il y a deux types d'humour, si vous voulez. Il y a évidemment pas un rire volontaire. Il y a évidemment ceux qui veulent faire de l'humour, et puis il y a ceux qui font de l'humour involontaire. Et je pense que Sébastien Delogu, qui nous en a fait quand même quelques-unes, c'est un candidat très prometteur. Oui, mais honnêtement, je trouve que votre jury, c'est terrible, parce que même là, c'est-à-dire que vous avez récompensé le plus politiquement correct de tous, c'est-à-dire Claude Maluret. Par exemple, Sarah Knava, je trouve ça beaucoup plus drôle ce qu'elle a dit. Si Bruno Le Maire voulait rembourser la dette qu'il a causée, les 1000 milliards d'euros, il devrait faire la plonge pendant 62 millions d'années. Moi, je trouve ça beaucoup mieux. Mais je vais vous dire un truc, Pascal, flûte. Le jury est souvent. Mais oui, mais il est politiquement correct, comme toujours. Bah oui. Vous l'avez donné à Claude Maluret, c'est l'homme politiquement. Mais vous avez tous les droits. Mais moi, j'ai le droit de dire que vous êtes politiquement correct. Vous pouvez le dire. Moi, je vous dis que Maluret est très bien. Voilà, parce qu'en fait, je vais vous dire, moi, je vous connais les journalistes. C'est-à-dire que récompenser Sarah Knafo, ça vous ferait mal. Mais on l'a récompensé. Ouais, non. Mais si. Et d'ailleurs, elle est venue. Alors d'ailleurs, c'était très sympa. Même Rachida Dati, ça vous ferait mal. Très sympa, parce qu'elle est venue chercher son prix. Elle a fait un discours. Elle a quoi comme prix? Elle a je ne sais plus, parce qu'il y a une dizaine de prix, si vous voulez. Non, mais ce qui est important... je vous taquine. Ce qui est important, c'est d'avoir un prix. Exactement. Le premier accessite, etc. Le deuxième, vous avez bien fait de venir. Troisième Dauphine. Vous me connaissez, je vous taquine un peu. C'est très bien ce prix, c'est formidable. Et je pense à Gérard Leclerc, parce qu'il était régulièrement dans ce prix, et je l'adorais et nous l'adorions. Mais je veux dire, on s'amuse bien quand même, ce prix. Exactement. Bruno Retailleau a expulsé plus de gens des LR que de migrants clandestins depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Ça, c'est Bardella. Je trouve ça drôle. Pas mal. Je trouve ça vraiment bien. Ça. On lui a remis un prix à Bardella. Non, mais vraiment, tout est mieux que Maluret. Ouais, tout est. En rajouter. Non, mais voilà. Éric Nolot. Non, mais je vais vous travailler en férocité, vous savez. Je vais vous travailler en férocité, c'est dans Pulp Fiction, ça.
Je crois que c'est dû au diard, ça. C'est les tontons flingueurs. Ouais. Non, ah bon? Oui, Je vais le c'est travailler les en tontons férocité. flingueurs. Ah bon. Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit spécialiste de ces sujets, Elisabeth Borne. Bah, Mais elle fait pas exprès. Ben oui, mais elle. C'est involontaire. Oui, bah bon. Mais elle l'a prouvé. Elle l'a prouvé. Bon. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est quand même tombé super mal, la remise de ce prix, Pourquoi? parce que c'est tombé en plein au milieu du vote du PLFSS, et donc il y avait un certain nombre de parlementaires qui devaient venir récupérer leur prix, et puis qui étaient bloqués à l'Assemblée. C'est le cas d'Elisabeth Borne. Alors, Bernard Briand, président du Conseil, Bernard Briand a dit « On quitte tout facilement pour vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon. On vient en quête de tranquillité familiale ou encore ouvrier qualifié pour travailler dans le froid. » Alors ça, non, mais ça, il faut que je vous explique un petit peu. Expliquez-moi ça. En fait, c'est une campagne de publicité sur laquelle il rebondissait après la proposition de Wauquiez qui voulait faire des prisons de haute sécurité à Saint-Pierre-et-Miquelon et envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et le député du coin s'est dit, j'ai une opportunité de faire parler de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on a voulu adresser un petit coup de Et puis dernière petite était assez marrante. Dernière petite saillie, on demande à Sébastien Lecornu de gagner une partie de poker avec un 2 de trèfle et c'est Jean-Louis Bourlange, ancien président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée. C'est classique mais c'est plutôt rigolo, plutôt sympa. Bon. C'était Rachida Dati le plus drôle. Moi je trouve que c'est Rachida Dati. Moi je vote Rachida Dati. Je n'avoir dans une écurie que des étalons. Mais ça peut mal se terminer. Venez à ce jury, venez, vous êtes bien. Que tous les politiciens ont un. Franchement, je pense qu'aucun jury ne m'accepterait. Dans aucun domaine. Posez-vous des questions. Vous pouvez créer votre propre Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas... Même, je peux pas vous conseiller de m'inviter dans un jury. Je vous conseille. Non, mais on vous mettra un sac en papier sur la tête, il n'y a pas de problème. Bon, et puis nous, on aimerait bien inviter Monsieur Lecornu, parce que ce matin, on l'a égratigné. Après ce que vous lui avez collé, il va venir. Justement. Il a envie de venir, là. Mais c'est ça qui est... Je veux dire... Vous me dites ça à moi? Je vous dis ça à vous, je dis ça à qui veut. Donc, Monsieur Lecornu, ça serait bien qu'il vienne. Je lui dirais pourquoi vous soutenez les énergies renouvelables. Je veux lui en parler personnellement. Pourquoi vous soutenez les énergies renouvelables qui vont coûter une blonde à la France et qui vont augmenter 40 milliards et qui vont augmenter la facture? Je lui demanderais. Pourquoi? C'est pour garder votre fauteuil, Monsieur Lecornu? Non, vous lui donnez envie de venir. Non, mais vous avez une manière de lancer les invitations très particulière. C'est assez singulier. Peut-être que ça marche. Vous avez raison pour l'histoire du jury, finalement. Mais non, mais nous faisons que traduire simplement les questions que, je ne dis pas que tout le monde se pose, mais que, en tout cas, certains se posent.